écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis et jeudis dès midi. Et je suis en compagnie maintenant d'une invitée de la semaine. C'est une personne qui contribue à la société d'une manière très précise auprès d'une clientèle croissante. Elle attire les animaux aussi. Mais ce n'est pas la raison de sa visite aujourd'hui. Je vous présente Justine Cotillard. Collard. Oh, je vais couper ça au montage. Je vous présente Justine Collard. Bonjour Justine, comment ça va? Bonjour Julie, ça va bien et vous-même? Bien, merci. Justine, tu es accompagnante à la naissance. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça, quelqu'un qui accompagne les femmes enceintes, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est une personne qui aide les femmes à retrouver leur pouvoir, à faire confiance à leur corps, que c'est naturel de donner la vie. Parce que malheureusement, on a infantilisé les femmes. Et comme si on devait leur apprendre à accoucher, comme si on devait leur dire comment faire, alors que finalement c'est instinctif. Donc moi c'est sûr que mon objectif c'est de retrouver ce naturel, de leur donner confiance en leur expliquant vraiment c'est quoi la physiologie de l'accouchement pour qu'elles puissent s'abandonner le jour J. Ça n'a pas rapport avec des cours prénataux, là, c'est pas le même type. Oui, ça prend des cours prénataux avant. Puis après, là, je peux être là le jour de l'accouchement, ce qui est idéal. Pour vraiment, parce que là, je suis en continu avec elle du début du travail jusqu'après la naissance. C'est sûr qu'à l'hôpital, il y a des infirmières, mais elles ont des shifts de 8 heures. Moi, je suis là autant de temps qu'il est nécessaire. Donc, ça peut être 24, 36 heures. Ah oui! Donc, la mère sait qu'elle a toujours une personne connue, d'expérience, qui est là auprès d'elle pour la soutenir, pour l'encourager, pour lui rappeler ce qui se passe. Parce que dans les moments difficiles de douleur, c'est l'inconnu, on a besoin de quelqu'un qui nous ramène. Et c'est sûr que le père, lui, il peut être impressionné par la souffrance de sa femme, donc il faut quelqu'un aussi qui soit objectif, qui est capable de ne pas se laisser submerger par les... T'accompagnes les couples? Oui. Pas juste les mesdames? Oui, en général, le papa est là. À partir de quand tu rentres en cause, exemple, j'apprends que je suis enceinte puis je vais avoir un accompagnement jusqu'à la naissance. C'est quoi, à partir de quand je rentre en contact avec toi puis c'est quoi le service qui vient de tout ça, là? Alors, en fait, je fais deux types d'accompagnement. Il y a le type classique, donc là, les cours prénataux. En général, c'est vers 25 semaines. Enfin, si tu veux avoir ma présence à l'accouchement, il faut prévenir un petit peu plus tôt quand même. Parce que je prends un certain nombre d'accouchements par mois en fonction de ta date d'accouchement. Et puis, donc des cours prénataux pour justement, sur le bien-être, le thème c'est bien-être et grossesse, comment justement bien vivre la grossesse. Parce que la mère est l'univers de l'enfant, donc quand maman va bien, bébé va bien. Donc c'est important que la mère comprenne que créer un être humain, c'est un travail à 100%. Ça vient de où, cet accompagnement-là? Ça vient-tu d'une culture particulière? Y a-t-il une manière de fonctionner? Non, en fait, accompagnante à la naissance, on dit que ça s'appelle aussi une doula, et en grec, ça veut dire les femmes qui accompagnent les femmes. Donc, ça existe depuis toujours, c'est naturel, et je pense que c'est revenu en force aujourd'hui dans nos pays occidentaux, parce que les naissances sont passées de la maison à l'hôpital. Or, accoucher n'est pas un acte médical, donc... je pense que c'est pour ça que notre présence est importante. C'est sûr qu'ici au Québec, on a des maisons des naissances avec des sages-femmes et qui accompagnent, qui sont là pour l'accouchement de façon naturelle. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de maisons des naissances, donc c'est sûr qu'on a vraiment besoin de nous à l'hôpital pour accompagner. Mais c'est pas le travail d'une sage-femme, là. Une doula, c'est quelqu'un... Non, une sage-femme, elle a vraiment un bac le bac de sage-femme, c'est 4 ans et demi, 5 ans d'études. Donc, c'est comme les mêmes études qu'un médecin généraliste spécialisé pour l'accouchement, en fait. Sauf que les sages-femmes, elles font juste les grossesses sans risque, les grossesses normales. Et toi, ta spécialité, à part les cours prénataux, est-ce que tu aides au niveau de l'alimentation, au niveau des suppléments, au niveau de l'énergie? Oui, au niveau de l'énergie, oui. Je suis énergéticienne depuis 10 ans et maintenant je propose mes services aussi en plus pour celles qui veulent, soit en préconception pour les femmes qui ont du mal à
à créer le fœtus. Donc ça peut vraiment aider pour qu'elle se relaxe, pour qu'elle puisse commencer à créer le nid énergétiquement, pour faire tout un nettoyage aussi au niveau du corps, parfois ça aide. Et puis en postnatal aussi, s'il y a une césarienne, s'il y a des complications, c'est sûr que c'est quand même un gros passage l'accouchement. Donc maman après est complètement focusée sur l'enfant, donc c'est bien de se retrouver pour elle, ne serait-ce que de recentrer ses corps, améliorer la cicatrice de la césarienne. Donc, mais pas en nutrition, non, j'ai pas de spécialité en nutrition, mais c'est plus, moi j'axe vraiment plus sur la conscience. Il y a un être humain qui est là, qui est déjà là, qui perçoit beaucoup, qui entend et regarde comment tu es l'univers de ton enfant et il apprend tout de la vie de toi et comment c'est important d'être dans la nature, de se nourrir de lumière, d'être en joie. On veut que l'enfant découvre le monde, que le monde est joyeux, qu'il a envie de venir. Et surtout que la mère, pendant qu'elle porte le bébé, qu'elle puisse porter une attention particulière au niveau de ses émotions, au niveau de ses circonstances de vie, afin que justement... C'est ça. Alors en étant en contact avec la nature, en choisissant d'être... des états de joie, c'est sûr qu'elle va vivre des choses difficiles parce que la grossesse fait émerger des choses parfois difficiles, mais qu'elle est consciente de toujours rechoisir un état de joie parce qu'elle est en train de montrer la vie, le monde à son enfant. Alors effectivement, mais c'est important de ne pas culpabiliser les femmes parce que inévitablement, c'est ça d'être humain, on vit des émotions positives, des émotions plus lourdes, mais c'est juste d'avoir cette conscience-là, puis de rechoisir, de poser des actes conscients pour amener un changement d'état à l'enfant. Et la nature, je trouve, est un moyen agréable et facile pour retrouver la paix et que cet enfant-là puisse en bénéficier. Au niveau de votre accompagnement, est-ce que c'est inspiré d'une technique? Exemple, Michael Omran Ivanov parle beaucoup de l'importance justement de l'éducation qui commence avant la naissance. Est-ce que c'est calqué un petit peu sur ces enseignements? Oui, en fait, moi je suis très... ma spécialité, en fait, donc là on a parlé de l'accompagnement plus... général, on va dire, merci. Moi, ma spécialité, c'est l'approche humaine de l'aptonomie. Donc, l'aptonomie, c'est une approche... Aptonomie, ça vient du grec et du latin. Donc, apto, c'est prendre contact, toucher pour unir, toucher pour guérir. Et nomos, c'est la science. Donc, ça serait la science de l'affectivité. Ah, ok, l'aptonomie. L'aptonomie. Et donc... oui, ça prend en compte qu'effectivement, l'enfant, le bébé, le fœtus, malgré son petit corps, est un être humain à part entière, global, comme toi et moi, sauf qu'il a un petit corps. Mais alors, on donne l'importance à vraiment à l'âme et à l'esprit qui est là, plus qu'au corps qui est petit, mais qu'il ne faut pas se fier aux apparences, c'est ça. Alors, on croit qu'il ne perçoit pas beaucoup, qu'il ne sent pas beaucoup, qu'il n'est pas encore vraiment un être humain, mais oui, il sent déjà beaucoup et très 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 tôt. Et c'est ça, l'autonomie permet d'accueillir, de reconnaître cet enfant-là comme étant déjà un enfant, même s'il n'est pas encore né. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te demande un accompagnement à l'avortement, mettons? Non, mais j'aurais aimé parce que j'en parle, mais... J'ai été en contact avec des personnes parce que j'en avais parlé à d'autres personnes qui elles-mêmes avaient vécu un avortement. J'ai dit, mais tu sais que l'autonomie, on peut faire quelque chose, on peut parler au bébé, puis presque faire un avortement naturel, en accord avec l'enfant, mais bon, finalement, ça n'a pas... Ah oui? Les personnes peut-être étaient encore dubitatives. Alors toi, tu communiques avec l'âme du bébé? Pas moi. En fait, je favorise que la mère puisse communiquer avec elle, la guider, je la sensibilise. En fait. Ah oui. Je trouve que c'est important que c'est la mère qui garde son pouvoir et qui se révèle aussi dans cette capacité à communiquer avec cet enfant-là, avec cette âme-là.
Est-ce que ça t'arrive souvent au cours de ta mission que justement la personne a une séparation de couple, elle est dans un bouleversement émotionnel et là au financier aussi en même temps, souvent je ne sais pas si tu as une clientèle qui a de la difficulté à arriver financièrement, Oui. est-ce que tu aides aussi pour que les gens puissent, exemple, trouver des basinettes, des trucs comme ça, des ressources pour ton accompagnement? Vas-tu aussi sur le niveau financier, matériel? Oui, financier, mais pas matériel concret sur des objets. Je m'investis pas dans cette partie-là, mais par contre, ce que je dis toujours, pas toujours, ce que je marque dans mon site internet, et je sensibilise les gens quand ils ont des problèmes financiers, mais qui veulent vraiment vivre cette approche et avoir un accompagnement, qu'ils me le disent et je vais ajuster mes prix. Parce que pour moi, c'est important que le plus de monde puisse en profiter parce que ça peut vraiment faire la différence. Donc, tu amènes la mère à se sensibiliser de l'âme du bébé et tu la guides à communiquer avec. Oui, je parle pas toujours forcément de l'âme, tout le monde n'est pas encore prêt à ça, mais à un autre niveau, ils sont quand même sensibles. Et je vais parler des capacités humaines de cet enfant-là, donc forcément ça lui donne une âme. et créer, favoriser que et le père et la mère créent la relation affective avec l'enfant. Donc l'enfant, il sent que quand papa et maman prennent contact tous les jours, à la même heure si c'est possible, comme j'ai appris au papa de prendre contact dans un état d'être, dans une intention de créer le lien affectif, de faire un appel à l'enfant et pas une demande. Alors là, ça fait que l'enfant sent que papa et maman sont autour de lui, pour lui, mais en même temps que les parents sont ensemble. Et c'est ce que bébé veut, que papa et maman soient encore ensemble. Ils l'ont fait ensemble, donc ça continue, et encore après la naissance. Et là, ça crée un petit nid, papa avec sa main, ça réchauffe. C'est comme une piscine qui est réchauffée, qui agrandit. Papa, il fait ça avec son intention. Et là, bébé arrive et tous les jours, ce contact est pris. Et là, bébé accroît son estime de lui-même parce qu'il sent qu'il a de l'importance, parce que ses parents se réunissent autour de lui tous les jours et améliorent son nid. C'est plus douillet. La mère ne peut pas tout le temps, elle est bien occupée, elle a d'autres responsabilités peut-être. Et ce contact, 15-20 minutes par jour, fait qu'à chaque fois le nid redevient souple, redevient doux. Et donc favorise l'accouchement, ça évite un paquet de complications. Oui, tout à fait. Oui. Parce que là, le bébé, il participe, puis il a hâte, il est content, il anticipe son incarnation de façon... Donc, ça évite tous les cas de complications, d'âmes qui ne sont pas prêtes à s'incarner nécessairement, puis qui sont forcées de le faire. Oui, c'est vrai. Mais avant de venir à ça, ce que je veux dire, c'est que cet enfant-là, quand il sent la main de son père et puis qu'il choisit d'y aller sous sa main, puis il va voir avec la main, puis c'est comme un petit chat là, qui est venu tout à l'heure. Il vient, on le gratte entre les yeux, puis il vient encore, il en veut, puis c'est exactement ce qui se passe. Bébé vient se coller sous la main de papa, puis et là ça augmente l'estime de lui parce qu'on est en train de lui dire, regarde bébé, je sais que tu es capable de venir à la rencontre, je te crée un petit nid mais j'ai pas d'attente, j'ai pas de demande. Si tu veux, tu viens. Évidemment, il va venir parce que c'est bon. Alors, il va avoir une expérience du bon. Et donc, il engramme le bon dans ses cellules. Oui, ça on appelle ça engramme. Et là, l'enfant, il sent qu'il est capable. D'abord, il sent qu'il choisit, qu'il est libre de choisir et qu'il est capable de venir à la rencontre d'eux. Donc, il communique. Et c'est ça qui est majeur. Parce qu'il est reconnu comme tel, comme étant capable de communiquer. Alors quand on fait ça tous les jours, ça augmente. Et on dit que les bébés qui ont vécu la communication intra-utérus ont plus la pulsion de se naître. Parce qu'ils viennent dans un monde de communication. Inconsciemment, là, ils savent que c'est ça dans lequel ils vont plonger. Alors si on les stimule, si on les reconnaît comme étant capables de communiquer, ce qui est propre de l'être humain, alors ils sont prêts à... Puis ça doit aussi améliorer la relation papa-enfant, un coup qui sont matérialisés sur le plan terrestre. Oui, tout à fait. Les papas, ils doivent être plus forts, meilleurs papas, tout simplement. Ah oui, c'est vraiment formidable parce que les pères, souvent, ils disent, moi je serais utile quand le bébé sera né, et puis ils sont comme un peu mal à l'aise, ils n'osent pas y croire, mais ils y croient. Est-ce que c'est du hasard si le bébé répond quand ils font ça un peu sans
sans soutien, on va dire. Et là, c'est vraiment concret. Ils voient que bébé leur répond, ils voient que bébé le reconnaît. Et d'ailleurs, les parents apprennent à connaître la personnalité de l'enfant avant qu'il soit né. Et tous les couples me disent, après la naissance, quand papa parle, quand papa touche, l'enfant, il se calme, il reconnaît. Donc, il y a vraiment, c'est ça, la relation triangulaire qui a été installée. Et cette relation triangulaire, c'est le modèle humain que les parents ont donné à l'enfant. L'enfant, lui, son modèle, c'est ses enfants, donc ça dépend de quel modèle on lui offre. Et là, les parents lui ont présenté, regarde, quand on est trois, ben on est trois, on est tous ensemble, on prend tous contact ensemble. Et là, l'enfant va être plus apte à aller vers les autres, à créer des relations affectives avec les autres. Parce que... Là, ça peut prendre aussi une tournure. On prend 15 minutes avec les enfants qui sont là, quand c'est le cas du deuxième et du troisième. Donc, ça implique les enfants à participer à la venue du nouveau bébé, à enlever les jalousies, puis tout à fait. des problèmes affectifs plus tard. Oui, là. tout à fait. Ah, c'est vraiment le fun de faire participer la familiale. Et ce qui est important, je voudrais rajouter, c'est que quand le père est impliqué dans la grossesse comme ça, en contact avec l'enfant, ce qui est majeur aussi, ce qui est important, c'est que l'enfant apprend à s'attacher à une autre personne que sa mère. Et c'est important, le père défusionne la mère et l'enfant, et c'est très important parce que l'enfant n'est pas libre s'il est tout le temps en fusion avec sa mère et qu'on ne lui a jamais montré qui peut s'attacher à une autre personne. Alors, et la naissance, c'est la mort d'une relation fusionnelle mère-enfant et la naissance de cet enfant qui enfin est libre. Et la coupure du cordon, c'est ça. Alors, je dis aussi, quand j'accompagne les femmes, c'est douloureux, hein, une partie de la douleur aussi fait que parfois maman et bébé ne veulent pas se séparer, mais de dire, bah, regarde, ton bébé va être libre, il va être lui-même, et puis de l'autre côté, regarde, il y a papa, il est attaché à papa, il est déjà en lien avec une personne extérieure, donc ça prépare la rupture de la naissance de façon douce. C'est super intéressant. Oui, je suis passionnée. T'es-tu déjà arrivé des cas plus extrêmes, exemple une mort à la naissance? Là? Non. Non. J'y pense parfois, je me dis, pour l'instant, je me dis, j'espère que ça ne va pas m'arriver, mais maintenant, je me sens prête. Mais le taux de mort infantile à la naissance, comme ça, avec la science, la médecine, a beaucoup diminué. Là. Je ne sais pas si tu es au courant des statistiques. Oui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais oui, ça a diminué, mais je n'ai pas les chiffres en tête non plus, mais j'ai l'impression que les traumatismes augmentent. Ah oui, à cause de la lumière, à cause des interventions médicales, à cause du fait qu'on ne sacralise pas ce moment-là, on est à l'hôpital et on produit, c'est un peu... oui, il y a une sécurité, on en a besoin des médecins, moi je ne suis absolument pas contre les médecins, mais on les veut juste s'il y a problème, on ne les veut pas sinon. Et parfois, le médecin, lui, il est formé pour intervenir. Donc, il ne supporte pas de rien faire. Donc, il va toujours vouloir faire quelque chose, mais dans une belle intention. Mais sauf que c'est la hantise du risque. Alors, on va toujours parler en termes de peur. Et la mère, c'est son enfant. Elle ne veut pas qu'il meure. Elle embarque là-dedans. Elle n'a plus son discernement. Mais je vais t'avouer, moi, je l'ai vécu avec mes jumeaux. C'est incroyable à quel point ils avaient peur pour les jumeaux. Puis là, ils voulaient des échographies tout le temps. Pire, hein? Oh là là, puis là, moi, tu bloques les échographies parce que tu es conscient qu'après, ils ont plus de problèmes. Moi, dans le cas des échographies, que j'ai eu de la misère à stopper pour les médecins, mes enfants, ils ont fait beaucoup de titres par la suite. Ah oui. Fait que c'est une problématique qui était liée à ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que quand tu as des jumeaux, c'est pire. Ils te suivent. C'est l'extrême, là. Malheureusement. J'ai été obligée de prendre un recul vraiment très grand pour me centrer parce que là, à un moment donné, j'avais perdu le contrôle. Puis là, la peur est là. C'est ça. Et là, le bébé s'est fait ressentir. Ma fille, elle a changé de bord à 32 semaines, la tête était en haut. Fait que j'ai dit non, je l'accouche pas par césarienne. Fait que j'ai calmé mes peurs, j'ai tassé tout ça. J'étais allée communiquer avec les anges pour que mon garçon lui laisse de la place pour qu'elle puisse se retourner, pour que je puisse accoucher par voie naturelle. Super. Ça a marché, mais c'est pas tout le monde qui a cette conscience-là au niveau de l'âme. C'est très important d'impliquer justement l'enfant dans son processus, c'est sa création, c'est sa vie. C'est ça. Merci du témoignage, hein. Ça va vraiment être inspirant pour d'autres personnes, comme quoi la peur, on embarque facile, mais comme quoi finalement on peut changer son regard et l'influence que ça a sur les enfants, c'est merveilleux. Oui. En fait, son autonomie, ce que mon formateur disait, Franz Willmann, le fils
du père, parce qu'ils s'appellent tous les deux Franz Wellmann. Et j'aime beaucoup, il dit, parlons toujours, prenons des décisions dans l'intérêt de l'enfant. On est dans une société où on pense qu'à l'intérêt de l'adulte, on ne pense pas à l'intérêt de l'enfant, et qui, lui, à un niveau, il est vulnérable. Donc... Oui, mais c'est très vulnérable, là. C'est ça. C'est puissant, c'est fort, c'est la vie, mais il s'abandonne à nous. Donc, il faut que nous, on soit forts et qu'on pense dans son intérêt en fonction de son développement et qu'il a besoin d'une grosse sécurité. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse peur. Est-ce que tu inclus un yoga non, je ne suis pas du tout formée au yoga. Ok, je m'excuse, c'est ça parce que je ne connais pas ça, moi, un aptomie. Aptonome. Aptonome, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait un aptonome, à part, c'est un toucher énergétique? Ben, en fait, c'est ça, c'est la science du toucher, en fait. Ça se vit aussi en psychoaptonomie, et la psychoaptonomie, c'est pour comme les adultes qui n'auraient pas vécu ça dans le ventre de la mère, cet accueil affectif avec le père. Et tout être humain a besoin d'une sécurité affective de base. Alors là, je mets mes mains, et puis ça se passe au niveau vraiment du bassin. Il faut que chaque être humain puisse s'asseoir dans cette base-là, avoir une verticalité, se présenter au monde, oser être qui ils sont. Parce que quand on n'a pas été accueilli dans cet amour-là, dans cette reconnaissance-là, qu'on était déjà un être humain comme tel, une personne humaine, bien on va chercher à l'extérieur la reconnaissance de l'autre. Alors on ne va pas faire des choses qui nous correspondent à nous, on va faire ce qu'on croit que la société veut qu'on fasse, ce que les autres veulent qu'on fasse, pour être aimé, parce qu'on est toujours en quête de cet amour-là. Si on n'a pas été reconnu, on n'est pas en sécurité, on ne peut pas s'asseoir en nous, alors on court partout. Alors, en fait, le fondement de l'autonomie, c'est ça. C'est que la personne puisse vraiment se développer cette sécurité affective de base, reconnaître ses qualités et oser être qui il est. C'est ça, on s'entend-tu qu'on sauve beaucoup de temps, de complications au niveau de la vie amoureuse, même oui. sur plusieurs années plus tard. Tout à fait. Ben moi j'ai eu mes 4 enfants, là c'est fini, mais avoir su que ce service-là existait, j'aurais vraiment été voir de ce côté-là, parce que c'est un beau cadeau qu'on peut offrir à une âme qui s'en vient, c'est un accompagnement à la naissance. Est-ce que tu es aussi au niveau de l'allaitement après et tout Oui, ça? l'allaitement, j'ai une formation, effectivement, j'aime beaucoup ça. Comme je suis aide-natale à la maison des naissances à Blainville, on a une formation en allaitement, donc j'en ai régulièrement, puis je lis aussi, puis avec l'expérience aussi. Mais je ne suis pas spécialiste en allaitement, mais j'ai des formations, et avec l'expérience que j'ai à la maison des naissances, où on est là aussi pour l'allaitement. Il y a beaucoup de complications au niveau de l'allaitement. Moi, je sais, j'ai allaité mes 4. Là, le bébé, il ne sait pas comment s'y prendre, ou on a l'impression que le lait ne sort pas. Puis là, le bébé pleure parce que là, il n'y a plus rien qui rentre. Moi, je suis obligée de m'ostiner avec une infirmière d'aller me chercher un XLA pour que je puisse lui donner un petit peu de colostrum. Mais parce que je l'ai faite avec ma force de caractère, mais avoir eu un accompagnement aussi, ça sécurise beaucoup. Là, parce que ça ne marche pas tout le temps du premier coup. Non, c'est vrai. Ça fait 3 semaines avant que ma fille elle comprenne comment ça marche. Oui. C'est long, là. Oui. Maman et bébé apprennent ensemble aussi. Mais c'est vrai aussi que la façon dont l'accouchement a eu lieu a un effet sur l'allaitement. Donc tout est un continuum. Et c'est sûr que c'est comme l'accouchement, la mère elle a besoin d'avoir confiance en elle, elle a besoin de sentir que c'est normal, c'est naturel et qu'elle est capable. Les bébés ont parfois à apprendre, ils n'ont pas toujours ce réflexe de tétouillage, mais ça dépend encore aussi de l'accouchement. Le bébé a pu être, s'il y a eu des médicaments, s'il y a des... secoué trop fort, je veux dire, dans le passage, que ça ait eu trop d'interventions, c'est plus difficile pour lui de commencer l'allaitement. Ben oui. Donc, moi, ça avait très très bien été. Je suis arrivée à l'hôpital, puis ils m'ont dit attends, là, t'es dilatée à 10, ton médecin s'en vient d'urgence. Puis 3 pouces, puis elle est sortie. Là. Ben, ça fait mal, c'est pas parce que ça va vite que ça veut dire que c'est pas douloureux. Non. Puis d'avoir un accompagnement comme ça doit aussi avoir des répercussions sur le postpartum après, il doit être moins difficile. Mais oui, tout à fait. Parce que le bébé est plus harmonieux, papa plus content, plus investi, automatiquement maman a la capacité de se relever. Oui, puis c'est une confiance qui a été construite, qui a été alimentée depuis le début. Là, quand on fait comme un peu abstraction, on ne se prépare pas trop. L'accouchement, c'est comme un événement, un traumatisme, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. On se dit que c'est naturel, mais on se trouve à l'hôpital, puis là, on découvre le bébé, alors que quand on a communiqué avec lui, quand on s'est bien préparé, on connaît déjà l'enfant. Donc c'est sûr que ça prépare le postpartum. Mais ça reste quand même, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'il y a quand même beaucoup
de, comment De dire, variables. de variables et puis des états. Les mamans peuvent aussi tomber dans... En passant en naturopathie, il y a tous des minéraux Oui. qui diminuent l'effet du postpartum. En tout cas, il y a moyen de très très bien se préparer pour que ça aille bien partout. C'est la raison pourquoi j'ai invité aujourd'hui Mme Justine Collard, qu'on peut rejoindre à quel numéro, Justine? 819-321-0466, c'est mon site internet qui est assez complet, donc justinecollard.com. Hey, super! Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci Julie de m'avoir invitée. Félicitations, c'est vraiment une belle œuvre de contribution à faire au niveau de la société. Oui. Puis d'apporter de la conscience comme ça, avec des sentiments positifs à travers les nouveaux nids familiaux qui sont là, c'est vraiment une révolution de la société aussi à plus long terme. Je finirai juste en disant une phrase d'un gynécologue obstétricien qui s'appelle Michel Audin, qui est assez connu, et qui révèle vraiment mon idéal, ma patience. Il dit, pour changer le monde, ça commence par changer la façon d'être. Et je suis à 10 000 % d'accord avec ça. Ouais. Je vous le dis, j'en ai des frissons. Et je pense que qu'en disant ça, il pensait aussi que c'était le prénatal. Il y a beaucoup de scientifiques qui prouvent que toute la période prénatale a une influence majeure sur notre vie après. Donc, Je vais vanter aussi le livre de Michael Omran Ivanov, Tout commence avant la naissance. C'est très très important dans le sens qu'on conscientise avec des faits, de la conscience pure que Omran amène. Et c'est très très complémentaire avec tous les choix que vous orientez dans votre vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, la nutrition, la qualité des exercices qu'on fait et surtout l'autonomie. merci. Merci Justine. Merci d'avoir été avec nous. Vous écoutez En provenance des étoiles. On enchaîne avec la plage musicale. Hey, t'as-tu une demande spéciale justement pour, je sais pas, qu'est-ce que les femmes enceintes aiment écouter là? Qu'est-ce qu'elles aiment? Ouf! C'est des... Ce qui est bon, il paraît elles aiment les bébés aiment Mozart. OK. Sinon, je sais par ailleurs que tout ce que son cristallin est très bon pour les bébés. Et pour les mères aussi, parce que ça élève le rythme vibratoire, ça allège et ça détend. Eh bien, j'y vais avec une demande spéciale de moi. Je vous mets la plage neuve de mon CD musique Gaïa, avec Ashok Gaïa, justement, qui est un ensemble de didgeridoo, de bols de cristal, de tambour. C'est parfait pour l'enracinement et l'incarnation. On y va là-dessus. Merci, Justine. Merci, Julie.